Sur la place de la Nation, on a retrouvé 13 balles tirées par Audrey Maupin et par Florence Reille, ce qui est quand même énorme. Les témoins se succèdent et tous accablent Florence Reille. Mais elle reste, encore et toujours, muette. Je me rappelle l'air complètement ahuri des policiers. C'était fait pour tuer du flic. Elle m'a dit, si tu t'arrêtes, je te bute, quoi. Plus l'action s'est passée, plus on est dépassé par l'événement. Je vois Florence Reille très posément, un genou à terre, le fusil à pompe debout. Au moment où je tire, je sais que je vais lui faire mal. C'était un procès difficile et douloureux. J'ai cette Florence dans le box qui est droite, impassible, les yeux en l'air. C'est elle qui tire en premier sur Guy, et c'est elle qui le touche. J'ai aimé défendre cette jeune femme, oui. Il a dit, la prochaine fois, je ne te raterai pas. Il appelle les journalistes ces infâmes journaputes. On a un revenant de l'histoire judiciaire. Hein. Je comprends pas. C'était pas dans son personnage. C'était pas l'homme que j'avais connu. Florence Reille et Audrey Maupin. Un jeune couple, mal dans son époque, qui un soir d'octobre 1994 a tué 4 personnes, dont 3 policiers, dans une épopée aussi incompréhensible que meurtrière à travers les rues de Paris. Audrey Maupin est mort, lui aussi, ce soir-là, dans le bois de Vincennes, dans une ultime fusillade contre la police. Florence Reille a dû répondre seule de leurs actes devant la justice. Condamnée à 20 ans de prison, libérée depuis, elle ne souhaitait qu'une chose, ne plus faire parler d'elle. C'était sans compter sur Abdelhakim Descartes, celui que la presse avait à l'époque surnommé le troisième homme, un complice qui, 20 ans plus tard, sèmera à son tour la terreur dans la capitale. Que sont devenus les protagonistes de cette affaire? Les familles des victimes ont-elles surmonté ces drames? Quel regard portent policiers, avocats, magistrats sur Florence Reille, Audrey Maupin et Abdelhakim Descartes? Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les personnages de ces 2 affaires et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. La folie est unique, la folie est multiple. La folie peut être douleur, destruction ou autodestruction. Folie que l'équipée meurtrière des 2 jeunes cinglés qui ont tué 3 policiers et un chauffeur de taxi. Tout commence le 4 octobre 1994. Une soirée calme pour les policiers qui gardent la préfourrière de la porte de Pantin. Quand 2 individus cagoulés escaladent la grille d'enceinte et foncent vers la guérite. Leur but ? Voler les armes des policiers. Il y a un grain de sable. C'est-à-dire que ces 2 personnes ont prévu de les attacher avec leurs menottes au radiateur pour les neutraliser. Et en fait, les gardiens de la paix ne disposent pas de menottes. Alors, les 2 braqueurs improvisent. Ils aspergent les policiers de gaz lacrymogène, s'emparent de leurs armes et s'enfuient en courant, avant de s'engouffrer dans la première voiture venue, un taxi. On voit un couple de jeunes qui traversent sans faire attention à la circulation et rentrer par la porte de gauche. Tout de suite, le taxi commence à crier mais sortez d'ici, j'ai un client. Et lui a sorti un revolver qu'il a mis sur la tente du taxi et dit « Emmène-nous à Nation et ne fais pas d'histoire ». Le chauffeur obéit. 10 minutes plus tard, lorsqu'il arrive sur la place, il aperçoit une voiture de police et décide de provoquer un accident pour attirer l'attention des agents. Mauvaise idée. Le taxi vient jeter sa voiture sur la voiture de police. Je me rappelle l'air complètement ahuri des policiers. Vous savez, un météorite déguisé en taxi leur tombait dessus. Dans la voiture de police, 3 fonctionnaires. Dès que le véhicule est immobilisé, aussitôt, donc ça dure une fraction de seconde, le chauffeur dit « Ils vont me tuer, ils vont me tuer ».
On voit son visage, il a les yeux qui sortent, il est traumatisé. J'ai vu une arme sortir par la fenêtre et les coups de feu ont commencé à donner. Ça canardait, bon, il y avait du fusil à pompe, ça tirait au fusil à pompe, et ça tirait avec une arme plus petite. J'ouvre ma portière, je me laisse glisser par terre. Et je vois par-dessous la voiture, le chauffeur de taxi, il se tenait le ventre, donc il était touché. Ça tirait de l'avant, ça tirait de l'arrière du véhicule. Il y avait 2 personnes qui tiraient. Et je sens du liquide chaud couler le long de ma jambe, quoi. C'était fait pour tuer du flic. L'un des tireurs est blessé. Il arrête au milieu de la place la première voiture qui passe. Une Renault 5. Son complice le rejoint. C'est une femme. Quand elle est montée dans la voiture, elle m'a dit « Bon, allez, vas-y, fonce, fonce. » Elle me chatouillait avec son fusil dans le bas des reins. Lui, il m'a mis le pistolet ici, sur la tempe. Il m'a dit « Vas-y, roule, 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 roule. » Jackie Ben-Simon, vous allez vers le bois de Vincennes, il y a une course-poursuite qui s'engage avec les policiers. Ah oui. Alors, il y a, je ne sais pas combien de voitures qui nous suivent, je ne sais pas combien de motards qui nous suivent. Enfin, toutes les polices sont à nos trousses, quoi. Et je slalom entre les voitures, et je roulais. Et il fallait pas que je m'arrête, quoi, parce que au début, j'avais l'arme ici, quoi. Et ça me faisait mal parce que la voiture faisait comme ça, et j'avais des à-coups de son arme sur la tempe. Et je pensais qu'il allait me tirer une balle en pleine tête, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il dit, je viens de tuer 2 flics, mais c'est à cause de l'autre con. Bon, un mec qui dit, je viens de tuer 2 flics, c'est pas rassurant, quoi. En plus, je me retrouve dans le bois de Vincennes avec eux, armés. Moi et eux, tout seuls, je dis, je suis le seul témoin, ils vont me tuer, quoi. Et le deuxième tireur? Le deuxième tireur, c'était une fille. Et j'ai encore cette phrase. Elle m'a dit, si tu t'arrêtes, je te bute, quoi. Et je sentais son fusil à pompe me donner des coups contre le rein, contre mon flanc droit, quoi. Jackie Ben-Simon obéit à ses ravisseurs et fonce. À sa poursuite, plusieurs policiers. 20 ans après les faits, Patrice Malon parle pour la première fois. Patrice Malon, ce 4 octobre 1994, vous êtes avec votre collègue Guy Jacob à moto, dans le bois de Vincennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on arrive à la hauteur de la route de Gravel. Et au loin, je vois des gyrophares et une voiture, une R5. J'ai essuyé un coup de feu. Et donc, j'ai laissé tomber ma moto. Et après, il y a eu un gros échange de coups de feu. Et là, entre deux, j'ai remarqué que mon collègue Guy Jacob s'était mis devant la voiture. Il avait jeté sa moto en travers. Il s'était mis devant la voiture. Pour moi, c'est fini, on va mourir, c'est sûr. Parce que j'ai 2 criminels dans la voiture. Il y a une vingtaine de policiers qui sont en joue devant moi. Ils sont prêts à tirer, hein. Je prends le frein à main, j'appuie sur les freins en même temps et je tire de toutes mes forces. Là, il y a un grand couissement de pneus. La voiture a fait 1 tour et demi comme ça. Au moment de l'impact, il y a eu un coup de feu qui est parti. C'était la passagère de derrière qui a tiré. Et au même moment aussi, dès que j'ai entendu le coup de feu, il fallait que j'ouvre le véhicule et je me suis éjecté du véhicule. Et quand je suis, moi, arrivé sur la voiture, le passager avant droit continue à tirer sur les fonctionnaires de police et la passagère qui était à l'arrière gauche rechargeait un fusil à pompe. Donc j'ai sorti mon arme et j'ai visé le passager avant droit. Au moment où je tire, je sais que je vais lui faire mal. Vous savez qu'il y a un otage dans la voiture? Non. Les policiers me plaquent au sol, j'ai le visage plaqué contre les gravillons et la camerguez d'un policier qui me met le visage contre le sol. Donc je bouge pas, je suis comme ça, mais mon champ de vision est... Je vois le jeune homme qui est allongé et les pompiers, tout le monde est autour de lui ils essaient de le réanimer. Et donc je vois toute la scène. Ce qui m'a surpris, c'est que la passagère l'a attrapé aussitôt et l'a embrassé. Ça, c'est une image qui va rester jusqu'à la fin de ma vie. Vous allez vers Guy, vers votre collègue Guy Jacob. Il est recroquevillé sur lui-même,
J'essaie de lui parler. Je vous avoue sincèrement que là, pourtant je suis moniteur de secouriste, j'ai pas su trop sur le coup quoi faire. Il était touché où? Alors, moi sur le coup, j'ai pas vu grand-chose. J'ai simplement vu qu'il saignait à la hauteur de la hanche et j'ai appris plus tard qu'il avait été touché au cœur par une 38 et une Branec à la hauteur de la hanche. Une demi-heure. Il n'a fallu qu'une demi-heure au couple pour tuer 4 personnes. Le motard Guy Jacob succombe à ses blessures dans le bois de Vincennes. Les policiers Laurent Gérard et Thierry Mémard sont morts place de la Nation sans avoir eu le temps de sortir leurs armes. La 4e victime s'appelle Amadou Diallo. C'est le chauffeur de taxi, mort alors qu'il cherchait à se protéger. Brigitte Jacob, vous étiez la compagne de Guy Jacob, le motard abattu à Vincennes. Oui. Comment avez-vous appris la nouvelle? Alors j'ai appris la nouvelle par sa hiérarchie, qui est venu, le commandant donc, de police à l'époque, qui est venu sonner chez moi avec un collègue motard pour me dire que mon mari avait eu, qu'il avait eu un gros coup. C'est les paroles qu'ils ont dit. Et on vous emmène où? Alors on m'emmène à l'hôpital Bégin, donc à Saint-Mandé. On vous laisse le voir? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. On me laisse même un petit peu avec lui, d'ailleurs. Et voilà. Que vous dire d'autre? À part qu'il a l'air... c'est bête à dire, mais il a l'air serein. Voilà. Lorsqu'on vous explique ce qui s'est passé, vous connaissez le profil des tireurs? Pas du tout. Non, pas du tout. Qui sont donc les auteurs de cette équipée sauvage? Sur son lit d'hôpital, le jeune tireur blessé dans la fusillade n'est pas en état de répondre aux policiers. Il n'y a donc que sa complice qui peut expliquer les raisons de ce carnage. Au 36 quai des Orfèvres, la jeune femme est interrogée par les enquêteurs de la brigade criminelle. Ils veulent savoir qui elle est, qui est son comparse et pourquoi ils ont fait cela. Mais elle reste muette. On a travaillé sur tous les registres de la communication, c'est-à-dire qu'on a essayé le dialogue père-fille, le dialogue ami-ami, le dialogue policier mis en cause, le dialogue papa-fille, sur tous les registres. On a tout essayé et ça a été rien, quoi. La nuit passe. La jeune femme n'a pas prononcé un mot. Cela fait 10 heures que les enquêteurs l'interrogent, lorsque finalement... Au petit matin, elle finit par donner son nom, son prénom, sa date de naissance et puis, je crois, l'adresse de ses parents. Elle s'appelle Florence Ray. Ses parents vivent à Argenteuil, à quelques kilomètres de Paris. Elle n'a que 19 ans. Sa photo fait rapidement la une des journaux. Le public découvre alors, médusé, le visage de celle que les journalistes surnomment déjà la tueuse de flics. C'est une jeune fille, une toute jeune fille, avec ses cheveux courts. Elle fait vraiment... à la limite, on lui donne même pas ses 18 ans, quoi. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Pour les proches de Florence Ray, c'est la stupeur et l'incompréhension. C'est comme si... Comme si le sol s'ouvre sous vos pieds et il n'y a plus rien qui est relié à quoi que ce soit, quoi. Comme si tout était... tout vole en éclats, quoi. Tout. Tout vole en éclats. Quant au complice de Florence Ray, il s'appelle Audry Maupin. Il a 22 ans. C'est en fin d'après-midi, vers 17h environ, qu'un coup de téléphone de mon oncle m'apprend qu'Audry est pris dans une affaire et qu'il a été blessé. Et donc, je me rends à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où effectivement, dans une salle d'attente, il y a beaucoup de policiers, des gens. Il est environ 22h, 22h30. Et Audry était derrière une toile. Et en fait, il venait de mourir. Pendant ce temps, les enquêteurs progressent rapidement. Ils fouillent dans le passé de Florence Ray et Audry Maupin et retracent le parcours de ces deux criminels. Le couple vivait dans un squat
à Nanterre. Sur place, les policiers trouvent 2 catalogues de vente d'armes, un fusil à pompe, des cartouches, des douilles et des planches perforées par des tirs. Sommée de s'expliquer sur cet attirail, Florence Ray garde le silence. Un comportement de voyou pour une jeune fille de bonne famille. Sa mère était institutrice à Argenteuil. Elle habite un appartement sur la dalle d'Argenteuil. À l'époque, elle vient d'avoir son bac L. Elle est en fac de lettres. Audrey Maupin, lui, a grandi à Bezons, la ville voisine. C'est un enfant tranquille, puis un adolescent engagé. Lui a 3 ans de plus, il est en fac de philo, c'est un beau révolutionnaire et elle tombe folle amoureuse de ce beau révolutionnaire. Et ensemble, ils vont faire de l'escalade parce que lui aussi a une passion. C'est un jeune homme qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui fait du sport, qui escalade alors vraiment des sommets et qui va emmener la petite Florence Ray. Les policiers découvrent que c'est à la fac de Nanterre qu'Audrey Maupin s'est forgé ses opinions politiques. Il est proche des idées de la CNT, le syndicat anarchiste. Tout ce qui était l'injustice sociale, le fait que qu'il y ait des gens qui puissent s'enrichir de façon comme ça, on va dire même incontrôlée. Ça le foutait hors de lui. Il était vraiment, il était révolté par rapport à tout ça, ça c'est clair, quoi. Il y avait une certaine rupture chez lui, une envie d'en découdre, une envie d'aller plus loin. Audrey Maupin quitte finalement la fac. Avec Florence, il s'installe dans le squat de Nanterre et se radicalise. Le couple va créer une petite organisation révolutionnaire, mais ils sont jamais que 2 dans ce petit groupe, quoi. Alors, ils fréquentent d'autres gens dans les squats, dans la mouvance libertaire, dans la mouvance autonome. Ils voient d'autres gens. Ils vont à des réunions très souvent dans le 20e, dans un autre squat. C'est justement dans ce squat du 20e qu'en mai 1994, 6 mois avant la fusillade, Florence Ray et Audrey Maupin font la connaissance d'Abdelhakim Dekar, surnommé Toumi. L'homme est plus âgé qu'eux, il a 29 ans. C'est lui qui leur procure l'un des 2 fusils qui a servi au braquage de la Préfourrière. Ces fusils ont été achetés quelques temps avant, 2-3 mois avant. Entre autres, il y en a un qui a été acheté en août et puis un autre en septembre, je crois, à la Samaritaine, au rayon armes. Quelle est donc l'implication d'Abdelhakim Dekar dans cette affaire ? A-t-il seulement fourni une arme ? Ou bien était-il avec Florence Ray et Audrey Maupin lors de l'attaque de la Préfourrière ? Car selon 2 témoins, les agresseurs étaient 3 ce soir-là. Abdelhakim Dekar est placé en garde à vue. S'il reconnaît avoir acheté le fusil, il nie farouchement connaître Audrey Maupin et Florence Ray. Il a acheté ce fusil à pompe, oui, il l'a acheté avec sa carte d'identité à lui. Il l'a acheté pour le compte d'un certain Philippe. Philippe a chargé Dekar d'être son pourvoyeur en matériel de toutes sortes. Dekar explique aux policiers qu'il est un espion de la sécurité militaire algérienne et qu'il serait chargé d'infiltrer les milieux gauchistes à la recherche d'éventuels liens avec les islamistes. C'est pour gagner la confiance des gauchistes qu'il a, dit-il, acheté le fusil. Maître Ozer Félizon, qui est Abdelhakim Dekar ? Son parcours est un parcours d'un jeune issu de l'immigration, qui a un parcours d'enfance un peu chaotique sur lequel il ne s'est pas beaucoup exprimé. Il a eu une enfance difficile, scolarité moyenne, des petits boulots. Alors, il s'est pas beaucoup exprimé sur son enfance. Il habitait dans la région de Metz avec de nombreux frères et sœurs. Il est allé à l'école, mais il n'a pas forcément été un très bon élève. Mais enfin, ça arrive à des tas de gens. Et il n'a pas fait forcément beaucoup d'études. Mais par contre, il a beaucoup appris et m'a beaucoup impressionné parce qu'il était autodidacte et il a beaucoup lu. C'est quelqu'un qui lisait énormément. Quelqu'un qui s'exprimait bien ? Très bien. Qui écrivait très bien aussi. Vraiment, quelqu'un qui avait une orthographe qui était étonnante et une écriture qui était tout à fait fluently, on dirait en anglais. Et très belle en plus. Il va raconter aux policiers qu'il est un agent secret algérien. Est-ce que c'est crédible ? Alors, à la fois oui et à la fois non. C'est toute la complexité du dossier. À la fois non, parce qu'on n'a jamais pu le prouver. Donc moi, je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Et à la fois oui,
Parce qu'on sait quand même, quand on connaît un peu le monde des services secrets algériens, ce que j'ai bien connu pour ayant fait beaucoup de terrorisme, on sait qu'ils pouvaient recruter plein de personnes et leur demander des renseignements. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle un agent algérien qui travaille pour les services algériens? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Mythomane? Non, il n'était absolument pas mythomane. Peut-être qu'il avait, on dirait, la grosse tête. Il pensait qu'il avait un pouvoir supérieur, enfin, une puissance quelque part, mais peut-être qu'il a rêvé, mais pas mythomane. Descartes, agent secret, les autorités algériennes l'ont toujours nié. Pour tenter d'y voir plus clair, le juge d'instruction organise une reconstitution. 1 an après le drame, il veut savoir qui a fait quoi et tenter de répondre à la question que tout le monde se pose, pourquoi? Jacky Ben-Simon, vous étiez à la reconstitution. Ah oui. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir Florence Ray? Ah bah là, c'est des pleurs. Comment elle se comporte, Florence Ray, à cette reconstitution? Timide, réservée, elle parle pas beaucoup, triste. On lui disait fais ça, elle faisait au ralenti. À un moment, elle n'a pas voulu faire 2-3 scènes, donc c'est une policière qui est venue qui l'a fait. Qu'est-ce qu'elle n'a pas voulu faire? Elle n'a pas voulu refaire le geste derrière quand elle a tiré sur le policier, sur le motard. Ça, elle n'a pas voulu le refaire, donc c'est une policière qui l'a refait. Pourtant, ça, vous l'aviez vu? Ah oui, je l'ai vu, ouais. Ah oui, ça, c'est des trucs que je ne peux pas oublier, quoi. C'est très, très fort, quoi. Chaque fois que le juge lui pose une question, elle se rappelle plus. Elle ne sait pas. Vous y croyez à cette amnésie? Pas du tout, non. Elle sait très bien ce qu'elle a fait, quand elle l'a fait et comment elle l'a fait. Elle sait très bien, bien sûr. Lors de cette reconstitution, Florence Ray ne lâche qu'une brève explication. Florence Ray va expliquer qu'elle voulait, enfin, avec Audrey Maupin, ses armes pour commettre des braquages après, et qu'elle voulait pas laisser Audrey partir tout seul ou partir avec Descartes, et qu'elle avait insisté pour l'accompagner. Audrey, son amour perdu, l'unique centre d'intérêt de Florence Ray, son obsession. Elle parlera tout le temps d'Audrey, tout le temps, au présent. Ça, c'était quelque chose d'incroyable. Elle dit, d'ailleurs, Audrey pense ça, Audrey dit ça, Audrey fait ça. Mais rare tentative de lui parler du dossier, parce que quand même, nous étions là pour lui parler du dossier et pas pour autre chose. Je me rendais bien compte que c'était même pas la peine. À l'approche de son procès, difficile de savoir qui est Florence Ray. Les 4 années d'instruction n'ont pas permis de percer la carapace de la jeune femme. Brigitte Jacob, comment avez-vous vécu ces années d'instruction? Les années d'instruction, ça a été compliqué, donc il a fallu se battre avec l'administration pour que je puisse, pour que l'administration prenne en charge en fait les frais, parce que moi je ne voyais pas pourquoi nous, on aurait dû se défendre et prendre un avocat. Donc déjà ça m'a mis hors de moi, je vous le dis franchement, et j'ai fait des pieds et des mains pour que l'administration prenne en charge ce que je considérais tout à fait normal. Le procès approche. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Ce que j'attends du procès, je vous dis, des réponses déjà. Pourquoi aller prendre ces armes à la Préfourrière? Pourquoi les places de la Nation? Il y a certainement une raison. Parce que, enfin, Pantin-Nation, c'est quand même pas à côté. Pourquoi ils demandent d'aller là? Je comprends pas. Et puis pourquoi s'acharner sur ce chauffeur de taxi? Enfin, il y a des choses qui me paraissent... je comprends pas, quoi. Et j'attends quand même que la justice soit sévère. Enfin, je suis pas la seule, hein. Toutes les parties civiles attendent une peine sévère. Le procès de Florence Ray s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le 17 septembre 1998. Il est 13h30. La cour d'assises est comble, l'émotion est forte. Florence Ray apparaît dans le box, alors toute petite, avec un blouson de jean, elle fait minuscule dans le box, et elle est au centre du box des accusés, et en fait, elle disparaît. On sent, elle a une peur, panique de ce qui se passe. Du côté des parties civiles, l'attitude de Florence Ray passe mal. La jeune femme doit s'expliquer et assumer son rôle dans la fusillade. Sur la place de la Nation, on a retrouvé 13 balles tirées par Audrey Maupin et par Florence Ray, ce qui est quand même énorme. Je vois Florence Ray très posément, un genou à terre, le fusil à pompe debout, les cartouches rouges posées par terre, en train de recharger le magasin du fusil à pompe.
Les témoins se succèdent et tous accablent Florence Ray. Mais elle reste, encore et toujours, muette. Moi, je l'ai ressenti, ce procès, très difficilement parce que elle se lâchait, entre guillemets, derrière, dans les coulisses, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que moi, j'avais la Florence que je connaissais, la vraie Florence derrière, hein, qui craque, qui pleure, qui n'y arrive pas, qui me dit qu'elle ne va pas y arriver, et qui est elle-même. Et puis, j'ai cette Florence dans le box qui est droite, impassible, les yeux en l'air, parce que voilà, et puis ça va pas, quoi. La défense cherche désespérément à expliquer le geste de la jeune femme. Un geste d'amour. Elle n'était pas capable de lui dire non, en fait. Elle n'était pas... elle n'avait pas suffisamment de recul pour se rendre compte qu'elle ne pouvait pas. Elle n'avait aucune confiance en elle, Florence. Aucune confiance en elle. Donc, encore une fois, il fallait qu'elle vive à travers Audrey et il fallait qu'Audrey lui renvoie une image d'elle-même qui soit une belle image. Alors, il fallait qu'elle se surpasse énormément. Les témoignages sont nombreux, mais impossible de savoir qui a tiré et qui a tué. Ce sont les experts qui tranchent. Les experts en balistique viennent à la barre et vont tous expliquer que les tirs de Florence Ray n'ont pas tué. Les balles mortelles ont toutes été tirées par Audrey Maupin. Pour l'avocat général, Florence Ray n'a aucune circonstance atténuante. Elle requiert une peine de 30 ans. Le 30 septembre 1998, après 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Florence Ray est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Henri Leclerc, vous avez été et vous êtes encore l'avocat de Florence Ray. Oui. Ça a été difficile de la défendre? C'est une affaire forcément difficile, compte tenu des dégâts, de la gravité des faits, du fait que ce sont des policiers qui ont été tués. C'est un procès difficile et douloureux. Un procès que nous sommes un peu comme ça, que j'ai aimé défendre. J'ai aimé défendre cette jeune femme, oui. En tout cas, vous vous en sortez bien. Sur la peine, 20 ans, Pardon, c'est pas cher payé. Excusez-moi, mais 20 ans, c'est 20 ans. 20 ans, c'est très long. 4 morts, mais Leclerc. Et alors 20 ans, c'est très dur. C'est une peine très lourde. Aux côtés de Florence Ray, dans le box des accusés, Abdelhakim Dekar. L'homme qui a fourni au couple ce fusil pour le braquage de la préfourrière de Pantin. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs. Emmanuel Ozer-Félizon, vous avez défendu Abdelhakim Dekar, on l'appelait Toumi. Quelle place a-t-il tenu dans ce procès? Toumi, dans ce dossier, j'ai tout fait pour qu'on l'oublie. Et je vous le dis très sincèrement, on l'a oublié. C'est-à-dire qu'il n'intéressait personne et surtout pas la presse. Donc c'était une stratégie, on n'a pas, Complètement. On n'a pas vraiment fait attention à lui, mais est-ce qu'il était vraiment un personnage secondaire? Oui. Quand le président de la cour d'assises interroge Dekar, il reste sur sa version des services secrets, qu'est-ce qu'il dit? Toujours. Il n'a jamais changé de version. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond qu'on lui a demandé d'acheter cette arme, qu'il l'a achetée, qu'il l'a remis à quelqu'un parce qu'on lui avait demandé de le faire. Qui est-ce on? On, c'est les services secrets. C'est forcément des gens du renseignement. Pour lui. Vous y croyez, vous? Je crois pas à tout, mais je crois qu'il y a une partie de vrai. Quand on dit aujourd'hui qu'il est le troisième homme... Non, il n'est pas le troisième homme. Le troisième homme est celui qui aurait dû être à la préfourrière, celui qui a été vu sur place. Or, jamais Dekar n'a été sur place et jamais personne n'a dit qu'il était sur place. On l'a dit, mais on n'a pas pu le prouver. Pour la justice, Dekar n'était pas à la préfourrière le soir de la fusillade. Il est condamné à 4 ans de prison pour avoir fourni une arme au jeune couple. Il s'en sort sans doute miraculeusement. Il va d'ailleurs sortir très vite de prison puisque la préventive a couvert sa peine. Toumi va s'évaporer, va disparaître dans la nature. Aujourd'hui, après 15 ans de prison, Florence Ray a purgé sa peine. Elle est sortie de la maison d'arrêt des femmes de Rennes en mai 2009, à l'âge de 34 ans.
Discrète, la jeune femme serait toujours restée indifférente à l'impact médiatique de son affaire. À la surprise générale, on retrouve sa trace en 2012 dans un film. Elle a refait sa vie avec un producteur-réalisateur. Elle a eu un petit rôle dans un film. Elle a été régisseur et voilà, elle s'est reconvertie. Et maintenant, elle ne veut plus qu'on parle de son histoire. Elle a tiré un trait et elle aimerait que tout le monde fasse pareil. En 2014, Florence Ray s'oppose catégoriquement à un projet de film sur cet épisode tragique de sa vie. Elle n'aspire qu'à une chose, l'anonymat. De leur côté, les victimes et leurs familles ont, durant ces longues années, entamé un difficile travail de reconstruction. Brigitte Jacob, aujourd'hui, vous êtes parvenue à vous reconstruire? Reconstruire, non, parce que... Enfin, reconstruire... Comment vous dire? J'ai continué mon chemin, mais je vous dis, sans projet d'avenir, sans plus rien, quoi. J'ai pas refait ma vie. Pourquoi vous n'avez pas refait votre vie? Je peux pas vous dire, je ne sais pas. J'ai pas pu, je n'ai pas voulu. Je pense qu'il y a une porte qui s'est fermée. Bon, et puis je suis assez dans le... Moi, j'ai une optique, on a une âme sœur, quoi, dans la vie, on n'en a pas 50. Et l'âme sœur, je l'ai fait rencontrer avec Guy, et voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après... Vous avez demandé à ce que vous puissiez... Oui, me marier à titre posthume. Et comment ça s'est passé, cette cérémonie? C'est très difficile, c'est très dur à vivre, parce que c'est une cérémonie classique. Vous avez les invités derrière vous, vous avez le maire qui vous demande si vous acceptez de prendre monsieur Jacob comme époux. Et en fait, il faut savoir qu'une cérémonie de mariage posthume, c'est un mariage normal, sauf qu'à côté de vous, vous n'avez personne. Jackie Ben Simon, l'otage de la Renault 5, a vécu une véritable descente aux enfers. Il continue d'être hanté par cette affaire. J'ai fait une dépression post-traumatique sévère. C'est ce que disent les médecins. Et j'ai beaucoup souffert. J'arrêtais pas de pleurer, des cauchemars. Mais je vous dis, les cauchemars, c'est le pire, quoi. Parce qu'il y avait le regard des policiers qui me revenait tout le temps devant moi, quoi. Mes premiers morts. Et je voyais leur regard qui venait. Et j'entendais les cris de la place de la Nation. Ne bougez pas, restez couchés. Et tout ça, ça me revenait. Je pensais qu'à ça, quoi. Je pensais qu'à ça. À elle est en prison. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire en prison? Elle est en train de regarder la télé, elle est en train de regarder ça. Je sais pas pourquoi j'étais fixé sur elle, quoi. Sur Florence Ray? Ouais. Vous avez essayé d'entrer en contact avec elle? Je vous dis, par courrier, je lui ai écrit une dizaine de fois, en fait. Et je dis, je veux juste savoir si t'as voulu me tuer ou alors c'est le coup qui est parti. C'est tout ce que je veux savoir. C'est pour mes sensations à moi, mais... Vous l'avez tutoyé? Dans la lettre. Ouais. Et j'ai déchiré la lettre et j'ai déchiré. Vous n'avez jamais envoyé aucune de ces lettres? Une fois, ça arrivait jusqu'à la boîte, presque. Et au dernier moment, je l'ai déchiré. Pourquoi? Je sais pas. La peur, je sais pas. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à elle? J'ai pas d'a priori qu'elle fasse sa vie, puis que je fasse la mienne et c'est tout, quoi. Vous avez été blessé? Oui, j'ai été blessé par balle au genou. Une balle qui m'a effleuré le bras, une balle qui m'a effleuré le front. Et j'étais hospitalisé pendant 5 semaines, 2 opérations au genou. Aujourd'hui, vous avez des séquelles de cette blessure au genou? Non, je peux pas trop rester longtemps debout, mais sinon, ça va. Ouais. J'ai récupéré 95% de mon genou, quoi. Vous avez été indemnisé? Oui, j'étais indemnisé, oui. J'étais indemnisé. Et j'étais bien été indemnisé. J'ai monté un label. J'ai monté une grosse structure musicale. Ça coûte beaucoup d'argent. En termes de montant C'était 1 200 000 francs à l'époque. En France, c'est un exploit, hein. Patrice Malon, le motard de la police qui a tué Audrey Maupin, est désormais retraité. Mais aujourd'hui encore, certaines choses sont toujours difficiles à digérer pour lui. Patrice Malon, vous avez continué votre carrière dans la police pendant très longtemps, malgré la perte de votre collègue. Comment ça s'est passé par la suite? Ça a été compliqué. On m'avait promis un grade. Hein, j'étais soi-disant le policier qui avait fait le plus dans cette affaire-là. Et je ne sais pas pourquoi, enfin je me doute, mais je ne sais pas pourquoi, que ça n'a pas fonctionné. Donc évidemment, la seule alternative qui me restait, c'était d'attaquer l'administration au tribunal administratif de Melun. Donc je l'ai fait et j'ai gagné mon procès. La patrie reconnaissante, ça vous parle?
Non. Enfin, ça me parle, oui, elle n'est pas reconnaissante. Elle n'est pas reconnaissante du tout, la patrie. La patrie, on oublie vite. Vous avez servi des ingrats? Oui. Pour vous donner un ordre d'idée, mon dernier jour de travail, je suis parti, il n'y avait personne. Et quand je dis personne, personne. Il y avait tellement peu de monde, au début, je croyais que c'était une plaisanterie. Au bout de 39 ans de service, et tout ce qui m'est arrivé. Il n'y a même pas eu le petit texto qui va bien ou le petit mail qui va bien. Est-ce que vous avez eu une aide psychologique? Zéro. Ce qui m'a le plus aidé, c'est mes amis, ma famille, enfin surtout ma femme actuelle, et puis surtout la famille Guy Jacob. Ceux-là m'ont aidé, les autres non. Aujourd'hui, Florence Ray est libre, elle est sortie de prison. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à elle? Elle a payé, hein. Voilà, ça repart, les compteurs sont mis à zéro. Hein. Elle refait sa vie, je l'espère, pour elle. Et puis voilà. Hein. Florence Ray est retombée dans l'oubli auquel elle aspire. Mais un événement surprenant va de nouveau la propulser à la une des médias, bien malgré elle, près de 20 ans après la fusillade de la place de la Nation. Vendredi 15 novembre, un homme fait irruption dans les locaux de la chaîne d'information en continu BFM TV, dans le 15e arrondissement de Paris. Philippe Antoine, ce matin du 15 novembre 2013, vous êtes dans le hall de BFM. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Moi, j'arrive comme tous les matins, 7h moins 10 à peu près. J'entre dans le hall, je descends les quelques marches, je dis bonjour au vigile qui est là et qui attend. Je récupère mon jeu de journaux comme tous les jours avant de m'apprêter à prendre l'ascenseur. Et je vois donc quelqu'un qui pointe vers moi ce que je n'identifie pas tout de suite comme une arme, mais assez vite, puisque la scène dure très peu de temps. Pointe une arme vers moi, dit quelque chose que je n'entends pas à ce moment-là parce que j'arrive et j'écoute la radio dans les oreilles, donc pour moi la scène est totalement muette. Donc vous n'entendez pas ce qu'il dit? Non, je n'entends absolument pas ce qu'il dit. Il se retourne, il remonte et il repart. Et c'est en discutant après avec le vigile qui me dit voilà, je l'ai entendu, il a dit la prochaine fois je ne te raterai pas. C'est un visage qui vous est familier? C'est quelqu'un que vous connaissez? Absolument pas. Non, ce visage me dit rien. Il m'a marqué parce que je l'ai en mémoire, mais non, il me rappelle rien. Comment vous pouvez le décrire, cet homme? Pas très grand, plutôt Rabelais, avec une démarche assez mécanique, rapide, un pas rapide, déterminé, à la fois dans la gestuelle et le regard, les yeux, et sachant précisément ce qu'il voulait faire. Vous avez eu peur? Non. Pas du tout, parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Pas du tout, voilà. Mais le temps que ça se passe, le temps de comprendre, le fait que ce soit muet comme scène, c'est vachement important pour, je pense, pour après, parce qu'il y a pas de clic, il y a pas cette phrase, je te raterai pas. C'est après on se dit que voilà, on a eu de la chance, très certainement. Mais non, sur le coup, j'ai pas du tout eu peur. L'homme s'est volatilisé. Les policiers font tout pour l'identifier et le retrouver. Quand 3 jours plus tard, il est 10h12 et un type en parka kaki surgit dans le hall de l'IB, armé, braque les 2 agents d'accueil. Et puis, il y a un assistant photographe qui se trouve là par hasard. C'est la 2e fois qu'il travaille pour l'IB Next. Et il reçoit une balle énorme. C'est une balle à sanglier de type Brenneck. Le jeune homme s'effondre, le tireur s'enfuit. La scène n'a duré que 38 secondes. Le journal est traumatisé. Mes pensées, mon soutien, le soutien de toute l'équipe de Libération va à la personne qui a été très sévèrement touchée. Des moments où un homme rentre, tire avec un fusil, c'est une scène d'une très grande violence. 2 médias pris pour cible en 4 jours. Pour les enquêteurs, il faut agir et vite.
Christian Flech, vous êtes le patron de la police judiciaire parisienne en 2013. Vous la prenez au sérieux, cette attaque contre BFM? Bien sûr, une personne qui manipule une arme manifestement réelle dans des locaux d'une chaîne de télé, il y a quand même de quoi se poser quelques questions. Vous avez des pistes? On s'est posé la question de savoir s'il y avait un lien entre la personne qui était partie et ce rédacteur en chef. Apparemment, il n'y en avait aucun. Donc, on a continué nos investigations avec les moyens de police technique et scientifique, l'enquête de voisinage, la vidéo à l'extérieur, enfin les moyens classiques d'une investigation de police judiciaire. Deuxième attaque contre le journal Libération. Est-ce que vous redoutez d'autres attaques? Bien sûr. Bien sûr. On redoute d'autres attaques dans la mesure où on n'a aucune explication sur le lien entre l'attaque de BFM et l'attaque de Libération et qu'on ne sait pas la motivation de cette personne. Et donc, évidemment, on redoute d'autres attaques. Donc, il est clair, Christian Flech, qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un dans Paris qui s'en prend aux journalistes. Alors, il est clair qu'une personne s'est présentée à BFM, une personne s'est présentée à Libération. Techniquement, on sait qu'il y a des rapprochements. On n'a pas encore la certitude absolue que ce soit la même personne. Toutes les rédactions parisiennes sont placées sous haute surveillance. Pourtant, les médias ne vont pas être la seule cible. Lundi 18 novembre toujours, il est 11h30 lorsqu'un homme ouvre le feu devant le siège de la Société Générale, à La Défense. Il tire à 3 reprises, sans faire de blessés, avant de prendre la fuite. Il prend en otage un retraité à bord de sa Twingo, le menace, apparemment change de tenue dans la voiture, enlève les vêtements kaki et enfile un anorak rouge avec un bonnet beige et se fait laisser par son otage, avenue des Champs-Élysées. Ensuite, cet homme disparaît et on commence, la chasse à l'homme commence véritablement à ce moment-là. Tous les services de police sont en alerte et s'efforcent de retracer le parcours du tireur. Les relais de téléphonie mobile sont décryptés, les vidéosurveillances de la ville de Paris et de la RATP analysées. Les policiers vont par ailleurs diffuser des images du tireur et lancer un appel à témoins. C'est la première fois qu'un appel à témoins pour rechercher un type armé comme ça est lancé aussi vite et du coup que les chaînes d'infos en continu s'en emparent et qu'on suive pas à pas la traque, la chasse à l'homme dans Paris. Il y a eu 700 appels en un peu plus de 24 heures. Il y a une psychose dans Paris. Dès lors que les images sont diffusées, on le voit partout. On le voit partout, dans le métro. On le voit dans le RER. Certains voisins signalent le voisin qui habite à côté qui ressemble à cette personne. Donc là, c'est très compliqué pour les policiers parce que c'est un travail où tout doit être vérifié. Parallèlement, les experts analysent et comparent en urgence les douilles retrouvées sur les différentes scènes de crime. Et ils sont formels. Sur les cartouches retrouvées à Libération, sur celles abandonnées devant le siège de la Société Générale et sur la portière de la Twingo de l'otage, c'est le même ADN. Il n'y a qu'un seul tireur. Cet ADN, vous l'avez versé au FNEG et ça n'a rien donné? Ça n'a rien donné, oui. Il était inconnu du fichier, c'est-à-dire que son ADN n'avait pas été rentré dans le fichier national des empreintes génétiques. Donc vous êtes dans l'impasse à ce moment-là? On est dans l'impasse, on sait qu'on a un ADN, on sait que cet ADN est l'ADN de notre suspect et il n'est pas dans notre base. Les policiers sont persuadés que leur suspect est également l'homme qui s'est rendu dans les locaux de BFM TV. Même munition de calibre 12, même mode opératoire et même silhouette sur les images de vidéosurveillance. Mais qui est-il? Que cherche-t-il? 5 jours après la fusillade à BFM TV, c'est finalement un témoignage qui donne un coup d'accélérateur à l'enquête. C'est un homme d'une trentaine d'années qui explique que la personne qui est donc reconnaissable sur les vidéos de surveillance qui ont été tournées à BFM TV, cette personne, il l'héberge. Ce témoin, l'hébergeur, oriente les enquêteurs vers Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et effectivement, dans une voiture, il y a un individu qui manifestement est à moitié dans les vapes. On prend des précautions pour s'assurer que la voiture n'est pas piégée et ensuite on extrait la personne du véhicule. On fait un prélèvement de son ADN et c'est ce prélèvement qui nous permettra dans la soirée, dans la nuit,
d'avoir la certitude que c'est bien cette personne-là qui a laissé son ADN à Libération et dans la voiture après la prise d'otage à l'issue des tirs sur la façade de la Société Générale à la Défense. Donc nous avons le bon suspect. Ce type s'appelle Abdelhakim Dekar. Et là, Abdelhakim Dekar, c'est pas un inconnu pour la brigade criminelle. On a un revenant de l'histoire judiciaire. Hein. C'est un fantôme, Descartes. Il avait totalement disparu. Et vous avez d'un seul coup cette espèce de spectre qui réapparaît et de manière, il faut bien le dire, la plus incroyable et la plus spectaculaire. Lorsqu'il est interpellé et placé en garde à vue, Abdelhakim Dekar a 48 ans. Cela fait 15 ans qu'il n'a pas fait parler de lui. Pour l'avocate qu'il a défendue en 1998, c'est la stupéfaction. Je comprends pas. Honnêtement, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai pas cru. Pourquoi? Je voyais pas pourquoi tout d'un coup il faisait ça. C'était pas dans son personnage. C'était pas l'homme que j'avais connu. La fin de l'histoire? Non. Non, il n'y a aucune raison. À la fin de l'histoire, il a été acquitté. Il s'en est très bien sorti. Il était quasiment mis hors de cause. Il n'a aucun règlement de compte à avoir. J'ai pas compris. Et du reste, quand on m'a montré ses photos, je ne le reconnaissais pas. J'ai mis très longtemps à le reconnaître. Pour moi, c'était pas lui. Libération, la Société Générale, BFM, vous comprenez le sens de ces actes? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il n'a rien à voir avec celui que j'ai connu. Enfin, ça n'a rien à voir avec celui que j'ai connu il y a 15 ans. Abdelhakim Dekar est mis en examen pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration. Il est incarcéré à Fleury-Mérogis. Et là, il va entamer une grève de la faim. Tout ça est motivé de la manière la plus fantasque et la plus floue. Il se considère comme un indigène qui résiste au grand capital. Il considère que les journalistes, enfin il appelle les journalistes ces infâmes journaputes. Il considère que les médias sont des menteurs et font gober des mensonges à la terre entière. Les banques, voilà, c'est les descendants des esclavagistes et du peuple d'opprimés. Et que lui, Abdelhakim Dekar, considère qu'il, lui, défend les opprimés contre les oppresseurs et qu'il a commis un acte politique. Des théories alambiquées qui n'expliquent pas le passage à l'acte d'Abdelhakim Dekar. Entendu par le juge d'instruction, il s'enfonce dans des explications confuses. Il ne nie pas que c'est lui, hein. Il le revendique, mais il considère que voilà, il a voulu blesser personne, qu'il a paniqué, qu'il a eu peur et qu'il a tiré, mais qu'il ne voulait pas ça et qu'en aucun cas il est responsable de tentative d'assassinat. C'est quelqu'un, oui, qui a besoin sans doute de reconnaissance, qui a besoin d'exister, de briller, je ne sais pas, mais qui a besoin qu'on le reconnaisse et surtout qu'on écoute son message. Message souvent inaudible, il faut bien le dire. Et le juge d'instruction n'est pas arrivé encore à décrypter tout ce que disait Descartes. Les motivations d'Abdelhakim Dekar restent à ce jour inconnues. Et tant qu'il n'est pas jugé, il reste présumé innocent des faits qu'on lui reproche. Cet épisode propulse de nouveau, bien malgré elle, Florence Ray à la une des journaux. Bousculée dans sa nouvelle vie, elle sort de son silence. Elle va réagir de la manière la plus sobre possible, c'est-à-dire avec un très court communiqué qui est donné à l'agence France Presse, dans lequel, effectivement, elle s'insurge un petit peu. Elle s'étonne que son nom soit jeté à nouveau en pâture par les médias, que sa photo, la photo de l'époque, hein, encore une fois, pas des photos récentes, sa photo de l'époque soit à nouveau publiée. Elle regrette que Abdelhakim Dekar, lui, n'ait pas tiré la leçon de ce qui s'est passé le 4 octobre 1994 et se soit embarqué de nouveau dans des actions criminelles graves. En 2013, l'actualité a fait qu'on a reparlé de Florence Ray avec l'arrestation d'Abdelhakim Dekar. Comment elle a vécu ça? Très Et mal. vous?
très mal, et moi aussi. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je voulais faire? On ne peut pas éviter que son nom soit cité, puisque Descartes avait été une des personnes poursuivies dans son affaire. Mais aujourd'hui, quoi qu'elle fasse, elle reste Florence Ray. Mais bien sûr qu'elle reste Florence Ray, mais il n'empêche que sa reconstruction peut passer en dehors de cette affaire. Elle a quand même été impliquée dans une affaire qui a bouleversé la France. C'est vrai, mais le droit à l'oubli n'est pas un droit juridique. Mais c'est une forme de principe moral, je crois, qui est important. Certes, lorsque quelqu'un a commis des actes graves, et surtout des actes qui ont bouleversé l'opinion, il est juste qu'on en parle, c'est tout à fait normal. En revanche, j'estime que dans la mesure où la peine est accomplie, dans la mesure où on accomplit sa peine, on doit l'accomplir dans le silence, tranquillement, seul. Après, on a droit à recommencer sa vie. On a droit à recommencer sa vie. Et cette idée que quelqu'un, un être humain, serait définitivement et à jamais marqué, sans avoir aucune possibilité de réinsertion, sans qu'on lui remette toujours devant lui ce qu'il a commis quand il avait 19 ans, moi, me paraît injuste. Me paraît vraiment injuste, parce que c'est fermer la porte à la réinsertion. Fermer définitivement la porte, celle de son passé, Florence Ray en rêve toujours.